Eh bien, bonsoir. Nous allons procéder maintenant à l'enregistrement du podcast HCFR dédié à Storm Audio, à la marque française Storm Audio, et plus particulièrement aux nouveautés qui seront présentées au PABS d'ici quelques jours. Voilà. Eh bien, en ce qui concerne donc Storm Audio, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Donc Sébastien Gaëton, je suis directeur produit et support chez Storm Audio. Merci, Sébastien. Et pour ce qui concerne l'association HCFR, il y a moi-même votre serviteur Hugo S. Et puis Jeff. Oui, Jeff Jaco sur le forum. Et puis Dominique. Dominique, alias Domini sur le forum, administrateur de la section Home Cinéma. Respectivement administrateur élu pour Jeff, secrétaire général de l'association, et Dominique qui est administrateur suppléant, élu de l'association et qui a en charge l'administration de la section Home Cinéma. Eh bien, sans plus tarder, Sébastien, je te propose de te passer la main et puis on y va. Ok, merci. À toi le plateau. Très bien. Eh bien, parlons de plateau. Au menu du jour, donc ce qu'on va regarder un petit peu ce soir, en effet, le PAVS est à quelques jours. Donc, on a pas mal de choses qui vont être présentées. Donc là, ce soir, on va regarder un petit peu, d'abord un petit peu la gamme, déjà, pour être un peu au clair sur ce qu'offre Storm Audio. On va parler des nouveautés, c'est ça on va dire la clé du jour, à la fois en termes de produits et de logiciels. Et puis on parlera un petit peu de Dirac et de ce qui se trame du côté de Dirac aussi ce soir. Donc Storm Audio sera présent au PAVS cette année, comme l'année dernière. Nous étions présents, c'était notre premier salon l'année dernière. Nous étions très contents d'être là-bas. C'était vraiment une bonne occasion d'enfin rencontrer plus de monde dans le paysage français. Donc, on vous invite à venir nombreux à nouveau cette année pour rencontrer l'équipe et puis découvrir l'ensemble des produits. Donc, on vous rappelle que c'est à la fin de la semaine, ouvert au grand public du 5 et 6 novembre, et puis une journée pour les professionnels le 7 novembre. Voilà, c'est au Palais des Congrès de Paris cette année. Donc, important d'y être. Nous, ça nous fera vraiment plaisir de vous voir, de vous rencontrer en France. On a pas mal de salons à l'étranger. C'est vrai que le Paris Audio Video Show est le seul salon qu'on peut faire en France et c'est une très bonne occasion de rencontrer un bon public. Deux choses, Sébastien, si tu me permets. On a pu voir un certain nombre tu parlais des salons internationaux. On a pu voir les images du CEDIA. Tu étais au CEDIA? Oui. Et vous étiez en partenariat avec Askendo, qui présentait un haut-parleur de basse monstrueux qui fait combien? 1,20 m de diamètre, c'est ça? Ou plus que ça? Il fait plus que ça parce que, en fait, je pense qu'il fait 1,50 m facile, 1,60 m peut-être. Je crois que c'est 80 pouces, il me semble. Donc oui, c'est très grand. Alors, il n'était pas actif sur le salon parce qu'on aurait eu un peu de problème avec les voisins. On l'avait mis en actif il y a quelques années au High End Show et ça avait été assez impressionnant. Mais là, on voulait montrer en effet les capacités que Ascendo offre dans le grave. Donc, il avait toute leur famille de caissons non plus. Et pour ceux qui souhaiteraient voir de quoi il s'agit, de ce que l'on a pu voir, les commentaires par rapport à vos démos étaient particulièrement élogieux. Et pour ceux qui souhaiteraient voir de quoi il s'agit, dans le sujet donc dédié à Storm Audio, le sujet HCFR dédié à Storm Audio, il y a une vidéo qui est insérée et vous pouvez voir et vous verrez, c'est particulièrement élogieux au niveau des démos qui ont pu être réalisées. Deuxième point, excuse-moi, est-ce qu'il y aura aussi les goodies cette année comme l'année dernière avec le petit sac Storm Audio? C'est une très bonne question. Non, il y aura des choses.
Il y aura des choses. Ok, ok. Alors moi, je vais avoir une question plus terre à terre, là, parce que l'année dernière, bon, je n'y étais pas, et j'y serai malheureusement pas non plus cette année, vu que je serai à un autre salon en parallèle. Ouais. A priori, l'année dernière, vous étiez en statique pour Oui. présenter vos équipements. Est-ce que cette année, il va y avoir des démonstrations ou ce sera... Alors, on sera essentiellement statique. On est à quelques jours, hein, mais on est encore en train de finaliser une dernière discussion. Donc, pareil, là, je préfère ne rien dire. Ce sera une surprise si c'est confirmé. Mais il n'est pas impossible qu'on ait à nouveau un partenariat avec une autre société française. Voilà. On Ça parlera. sent bon, ça. Oui, je le sens bien. Donc, et voilà, tu vois, il y a two fingers crossed, four fingers crossed, pour, comment dire, pour que ça soit finalisé. Voilà, on verra. Et D'autres on te questions passe la main. peut-être? Bon, allez, je vous retiens pas plus. On avance dans la Allez, présentation. allez. Parfait, la souris fonctionne. Donc, on va parler un petit peu de la gamme d'abord, Storm Audio, parce que je pense que bon, ceux qui suivent HTFR ont eu déjà quelques podcasts où on a parcouru un peu la gamme, on a parcouru aussi la partie fonctionnalité et configuration. Mais avec les nouveautés qui arrivent, je voulais rafraîchir un petit peu l'esprit du public et nous assurer que Storm Audio est bien compris en termes de ce qu'on apporte au marché. Donc, je commence par un bon gros tableau qui représente en gros les fonctionnalités sur lesquelles on va dire on est principalement acteur. Donc, notre gamme de produits couvre les processeurs home cinéma et des amplificateurs multicanaux. Pour la gamme de processeurs, on va trouver ici vraiment les fonctions clés. Notre gamme de processeurs fait partie des rares processeurs dans le marché qui décodent au-delà de 16 canaux l'Euro 3D, le Dolby Atmos, le DTS:X Pro et l'IMAX Enhanced. On intègre actuellement notre décodeur jusqu'à 24 canaux. Traitement de signal, on va jusqu'à 32 canaux, donc c'est très important parce que notre cible de marché essentiel, c'est quand même les intégrateurs, mais on travaille de plus en plus avec, je dirais, des clients finaux. Mais l'objectif est d'apporter un outil qui soit utile et très flexible en termes de besoin de calibration des pièces, que ce soit une calibration manuelle, et là on a besoin de travailler avec des PIQ, enfin des égaliseurs paramétriques, pardon, de gérer des enceintes multivoix, de gérer plusieurs caissons, et d'utiliser donc des instruments de mesure, des outils comme Smart 8 ou Room EQ Wizard pour faire les mesures et travailler sur la correction. On peut faire tout ça soit en manuel avec notre processeur, ou alors on va pouvoir le faire aussi avec le Bass Control qui est géré, qui fait partie de la suite de Dirac Live et qui là est vraiment très puissant pour contrôler le grave. Donc ça fait partie des fonctionnalités clés de notre produit. Les processeurs sont multi-room et multi-théâtre. Donc c'est aussi des fonctionnalités assez uniques. Donc multi-room, on peut créer autant de zones stéréo qu'on veut à partir du moment où il reste des canaux. Et multi-théâtre, on va pouvoir en fait créer plusieurs environnements multicanaux, mais on va pouvoir en écouter qu'un à la fois. Mais ça permet d'utiliser une pièce dans des situations différentes. On a des cas de salles multi-usages et c'est très pratique dans ces cas-là. Comme tout processeur home cinéma, bien entendu, l'HDMI est primordial. Donc, on a une solution qui est aujourd'hui particulièrement robuste. On travaille sur l'évolution, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, cette entrée de sortie, on gère tout ce qui est 4K UHD et tout ce qui va avec en termes de HDR, HLG, Dolby Vision. On a de l'OSD, très important aussi, quand on fait de l'intégration, tous les systèmes domotiques n'ont pas des retours d'informations sur les télécommandes, donc c'est bien d'avoir ça à l'écran. Et voilà, pour conclure, sur les fonctionnalités clés, c'est un produit donc domotique qui se veut facilement intégrable. Donc on a tout ce qui est contrôle système, donc les intégrations domotiques gérées par Control 4, Crestron, Savant, RTI, là, donc on a tous les drivers. Et on a aussi, quand on veut utiliser le processeur sans avoir à passer par toute cette automatisation, on peut utiliser simplement soit notre télécommande infrarouge, soit notre application qui tourne sur iOS, smartphone ou tablette, et Android, pareil, smartphone et tablette. Donc ça, c'est un peu le panel des fonctionnalités clés. L'idée n'est pas de rentrer dans le gros détail, mais c'est de bien percevoir en termes de processeur ce qu'on couvre comme fonctionnalité. Si on regarde la gamme un petit peu plus dans le détail, vous n'hésitez pas surtout à me poser des questions s'il y a besoin. Si on regarde la gamme dans le détail, donc on commence par les processeurs. On va avoir deux catégories. Il y a la catégorie qu'on appelle Elite, alors qui est une base en effet très solide, puisqu'on va avoir un modèle 16 canaux qui va être évolutif et dans lequel on va pouvoir ajouter un certain nombre d'options. Donc on est vraiment dans une modularité où là, on va faire évoluer le produit
de 16 à 32 canaux en analogique, ou alors vers 32 canaux en numérique. Soit on a ES-EBU, donc c'est 32 canaux en sortie, et on peut avoir une option aussi à 16 canaux en entrée. Donc la ES-EBU, donc c'est du point à point, c'est l'équivalent d'SPDIF, mais en symétrique. Ou alors on va carrément aller sur de l'audio en réseau, et là on va utiliser notre option 32 entrées-sorties en AES 67. Donc là, c'est le panel d'options qui sont disponibles pour configurer, avoir, on va dire, un produit sur mesure sur la base de l'ISP16 Analog Elite. L'ISP a de la modularité aussi au niveau de l'HDMI. Donc ça fait un petit moment qu'on en parle, ça fait un petit moment qu'on espère la sortir, cette carte, et là on a une date qui se confirme, et ça va être enfin pour le premier trimestre de 2023. On aura donc une évolution vers l'HDMI 2.1 avec la résolution 8K ou 4K 120 et une capacité en termes de vitesse de monter à 40 gigabits seconde. Donc ça c'est pour la modularité. Sébastien, il y a du VRR et de la LLM. Oui. Alors, toutes les fonctionnalités qui sont, on va dire, à supporter pour le HDMI 2.1 sont présentes. La seule, on va dire, alors le mot n'est pas limitation, mais c'en est quand même une. On a noté quelques instabilités à 48 Go avec certaines sources et certains écrans. Donc, on a préféré en fait se limiter en termes on va dire, à 40 Go à 40 Go. Sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de contenu qui dépasse les 40 absolument. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment une limitation. Faut pas se focaliser sur le 48. En fait, au moment des premières sorties HDMI 2.1, il y a eu toute une polémique sur 40-48 gigabits. À 40, etc. En fait, 40 suffit largement. Et effectivement, ça permet de jouer en 4K et en 4K 120 sur la PS5. Jeff, Oui. est-ce qu'elle est compatible? C'est ça? Oui. De toute façon, bon, la PS5, j'ai pas vérifié, mais sur Xbox, on peut tomber en 4.2.0 ou de toute façon sûr et certain en 4.2.2. Donc, dans la majorité des cas, c'est on largement n'a pas de suffisant. problème. Voilà, il n'y a pas de problème de bande passante. Le dématrissage par la suite se fait très bien au niveau du diffuseur. Donc, En fait, 48, c'est grand luxe, mais c'est pas utile. Ça viendra. En fait, Oui. il faut plus voir ça comme. En fait, on est conscient qu'il y aura des évolutions dans la HDMI 2.1. En fait, là aujourd'hui, il s'avère que les premiers chips qui sont sortis, enfin ceux qui sont principalement utilisés, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Voilà, il s'est avéré qu'ils ont certaines problématiques qui seront résolues, je dirais, dans des évolutions futures. Donc, il faut rester patient. Maintenant, en effet, je pense que le plus gros problème, c'est plus une problématique de contenu. Puisque toujours, en fait, si ce n'est en effet les consoles de jeu ou vraiment l'ordinateur, où là, on a des cartes vidéo qui sont très puissantes, dans le monde du grand public, il n'y a rien. Même au niveau du résidentiel, où on a des installations quand même assez pointues, il n'y a vraiment que les écrans qui sont aujourd'hui capables de faire du 8K. Les grands panneaux, les Samsung Wall, etc. On commence à avoir aussi, bien entendu, de la vidéoprojection. Mais en termes de sources, ça reste très limité. Oui, voilà pour tu oublies de dire qu'en projection, tu as effectivement un pseudo 8K, donc le Li-Shift 8K des JVC. JVC que je possède, et effectivement, c'est la résolution, donc 8K est vraiment magnifique en projection. Alors, pour ceux qui veulent la carte, comment est-ce qu'ils l'obtiennent? Alors, là, dans l'esprit... Toujours pragmatique, Dominique. Exactement. Exactement. Le principe chez Storm Audio, c'est vraiment d'offrir cette modularité à tous nos clients. Donc, en gros, dès lors qu'on l'aura mise en production, elle sera disponible à l'achat en termes de kit d'upgrade. Donc, en l'occurrence, en fonction des clients, soit on le fait nous, mais la plupart du temps, juste le remplacement de la carte HDMI, c'est assez simple. Il y a 2 câbles à remplacer, enfin à déconnecter. On revisse la carte et c'est parti. Éventuellement, une mise à jour logicielle pour s'assurer que tout est bien à jour. Et voilà, donc ça se fera en début d'année prochaine. Le tarif sera diffusé sur la fin de l'année, mais donc tous nos clients pourront en bénéficier s'ils le souhaitent. Bien entendu, les nouveaux produits qui sortiront à partir du moment où la carte sera disponible, les nouveaux produits seront équipés de cette nouvelle carte. Donc, on commencera à équiper en début d'année prochaine. Est-ce qu'elle sera évolutive, cette carte?
Quand le Alors, SBTM sera disponible, par exemple, est-ce qu'il y aura moyen de faire la mise à jour? Alors, il y a des fonctions qu'on sait en termes de logiciels qui pourront s'améliorer un peu. Après, tout ce qui est lié, je dirais, aux limitations hardware, là, pour le coup, il faudra qu'on attende les prochaines générations de cartes Ouais. pour voir comment les Puis choses. comme on ne les connaît pas, les limitations hardware par rapport au consortium HDMI, c'est sûr que c'est difficile de C'est prévoir. Ouais. difficile. Voilà. Là, en fait, il y a Ouais. quand même beaucoup de choses qui sont difficiles à anticiper. Maintenant, on essaie d'être au plus près du fabricant, du composant, mais ça reste compliqué. Et quand on parle de prix et de coût, c'est à peu près, même si tu peux pas nous dire précisément, est-ce que c'est de l'ordre de 1 000 euros ou c'est de l'ordre de 10 000 euros? Ah Je non, non, non. suppose quelque Oui, part. donc l'upgrade HDMI, Non, non, mais c'est volontaire que je l'ai historiquement, positionné comme ça. historiquement, les upgrades HDMI, enfin, j'allais dire, on ne se faisait pas beaucoup d'argent dessus. L'idée, c'est vraiment de satisfaire le client au mieux pour qu'il évolue. Mais historiquement, elle était aux alentours de 1 500 euros. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir maintenir ce prix pour la partie, cette option-là, cet upgrade-là, sachant que les coûts ont pas mal augmenté sur ces technos. Mais bon, je pense qu'on va rester sur ce tarif-là. Donc, on vous communiquera ça en temps et en heure. OK. Donc là, on a vu le processeur Elite. Il a dans la gamme, alors non, important. On a parlé du Cedia. Et il s'avère que nous avons été récompensés meilleur produit de l'année dans la gamme processeur avec notre ISP MK3 dans sa version 32 digital AOIP, c'est-à-dire la version qui intègre l'audio sur IP avec notre carte au format en fait AES 67 Ravenna qui est compatible Dante. Donc le produit a été reconnu vraiment comme étant je dirais un produit clé dans le marché, puisqu'en fait aujourd'hui c'est le seul processeur home cinéma qui offre 32 canaux en entrée et sortie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous, on peut s'insérer aujourd'hui dans des salles de cinéma, de home cinéma, dans lesquelles, en l'occurrence, le client souhaite pouvoir intégrer du DCP. Donc, en gros, avoir le film disponible au pâté ou à l'UGC du coin, mais l'avoir chez lui. Donc là, il faut un processeur Dolby Cinéma pour pouvoir le décoder. Et donc, en l'occurrence, on s'interface via le réseau, donc c'est le Dolby Atmos Connect qui repose sur la WS67. Donc ça, c'est un élément clé. Donc, on peut recevoir jusqu'à 32 canaux entrants de ce processeur. On va faire tout le post-processing, donc le traitement direct, etc., dans notre processeur et ressortir sur 32 canaux pour aller attaquer des amplis Dante, par exemple comme QSC ou des enceintes actives. Donc là, c'est un produit qui a été vraiment apprécié. L'autre utilisation qui se développe sur ce produit aussi, donc là, on est encore une fois sur du très pro, on s'intègre de plus en plus dans le studio, en fait, dans le studio d'enregistrement, à savoir qu'avec le Dolby Atmos Music, il y a énormément de conversion de studio vers l'immersif, avec des suites Dolby Atmos, et ils ont le souhait de pouvoir faire à la fois le mastering et la vérification de ce qu'ils ont fait à travers le décodage. Donc avec une machine comme celle-là, ils peuvent faire tout leur travail de mixage directement vers les enceintes, ils peuvent encoder et ensuite décoder. Et ça, pareil, actuellement, c'est une machine unique. Donc on est très content d'avoir eu cette récompense. C'est aussi pour nous une reconnaissance, je dirais, à l'international de la marque, sachant que on est quand même beaucoup plus présent, ou on va dire plus connu à l'international qu'en France. Mais c'est pour ça que c'est important de le signaler aujourd'hui. Donc là, c'est toujours le processeur dans sa gamme Elite. J'enchaîne. Juste une petite aparté, Sébastien. Tu es passé à l'écran. J'ai vu dans et c'est d'ailleurs, ça a été reproduit au niveau du sujet dédié à Storm, du sujet HCFR. Vous avez un partenariat avec MadVR, c'est ça? Ça consiste en quoi Ah oui. Alors c'est vrai que je l'ai pas mis dans la présentation. J'aurais pu. Alors c'est pas vraiment un. Alors, on peut parler de partenariat. En fait, le principe, c'est que MadVR, donc j'imagine qu'il y a des gros sujets aujourd'hui sur HCFR, donc il y a déjà une bonne connaissance de ce que c'est. Mais bon, en gros, MadVR a développé un processeur vidéo qui permet de gérer tout ce qui est tone mapping, tout ce qui est aussi, on va dire, les résolutions, etc. Donc énormément de traitements vidéo. Et il se met après le processeur, c'est-à-dire après un ISP. Il y a donc tout le chemin HDMI qui passe à travers la source, notre produit, le processeur, le projecteur. Et donc tout ça,
nécessite de bien se coordonner. On sait tous que l'HDMI, c'est quelque chose qui peut être de la merde, on peut le voilà. dire. Ouais. Disons que c'est pas de la merde, mais c'est qu'il y a à la fois un standard et puis malheureusement des exceptions. Et on est souvent perturbé par toutes les exceptions. Là, l'objectif de MadVR et donc des partenaires comme nous dans le home cinéma, on va dire plutôt très haut de gamme, était d'apporter les meilleures performances en termes de vidéo et de comportement vis-à-vis de tout ce qui peut être disponible comme flux sur le marché. Donc tous les types de flux 4K, 8K, les différentes color space, les profondeurs de couleurs, etc. Donc tout a été testé. Donc en fait, en gros, MadVR, si on peut parler de partenariat, c'est plus un principe de certification. C'est-à-dire que l'ISP est passé à travers plus d'un millier de mesures, enfin de vérifications à travers des flux HDMI, à travers leur processeur, et tout ça pour s'assurer qu'en fait, il n'y ait pas du tout on va dire, de mauvais fonctionnement ou de bugs. Donc, on a été certifié et on a une certification Platinum. En l'occurrence, donc c'est le grade le plus haut. Et donc, il inclut aussi, en l'occurrence, toute la gestion du lip sync, ce genre de choses. Donc, c'est assez poussé. Et pour le client qui va s'équiper en fait d'un système haut de gamme avec un bon projecteur, un MadVR, il aura une garantie que s'il travaille aussi avec un produit Storm Audio, il aura le meilleur fonctionnement possible en termes d'HDMI. Soyons honnêtes, Oui. si tout le monde respectait correctement la norme HDMI 2.1, tout le Ce monde ne devrait serait avoir pas de la cette merde. certification. Oui, bien sûr. Et ce serait beaucoup moins la merde. Oui, mais en fait, souvent, le problème de l'HDMI, c'est justement de pouvoir tester le plus possible. Après, je pense que c'est une très bonne initiative, ce qu'a fait MadVR. Nous, ça fait maintenant... En fait, on les a rencontrés en 2019, puisqu'on a fait une co-exhibition avec Alcon Speaker à l'ISE. Donc, ils étaient présents avec nous. Donc, il y avait un projecteur Sony, on avait donc le MadVR et notre processeur. Donc, c'est là qu'on a mis les pieds, on va dire, dans ce partenariat. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger justement sur, parce qu'on a constaté, c'était le début, hein, on a constaté un petit peu, tiens, si on faisait ça, ce serait quand même vachement bien, etc. Donc, il y a une partie automatisation qui est aussi intégrée dedans. C'est-à-dire que le MadVR va recevoir des messages de l'ISP, aussi à travers l'IP et différentes choses, qui vont lui permettre de prendre des décisions. Et ça, c'est important. Donc, c'est une intégration qui fait partie de cette certification. Et cette certification sera, je suppose, également intégrée dans le contexte HDMI 2.1 de la future carte. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on aura notre carte, on va repasser tout le process avec eux. Et ouais, alors c'est pas un jeu d'enfant, mais je pense que le résultat en vaut la peine. J'espère que votre fournisseur de cartes fait quand même tous ses tests aussi dans son côté avant de vous la... Là, je dirais que c'est un travail de faire concert. Confiance. Oui, non, mais de toute façon, eux, ils ont une qualification qui est vraiment centrée sur, on va dire, la norme HDMI. Après, il y a la partie, le MadVR, lui, se concentre plus sur la notion de use case, de cas de figure. Qu'est-ce qu'il y a comme problématique vraiment au quotidien? La norme ne va pas couvrir tous les cas. En fait, c'est ça aussi qui pose problème dans l'HDMI, c'est que vous avez un certain nombre de cas qui sont traités dans la vérification, mais après, au quotidien, il faut s'aligner avec d'autres choses. Alors, à une époque, ils faisaient tout un tas de plugfest, c'est-à-dire qu'on réunissait toutes les marques et on jouait, on se connecte, on se déconnecte et on voit si ça marche. Ça s'est un peu ralenti, mais c'est un peu ce qui manque. Il faudrait recommencer ce genre de choses. Voilà, on a fait le tour un peu de MadVR. Et il faut que tu recliques sur ta télécommande pour qu'elle se réactive. J'espère. Regarde, allez, ça passe c'est bon. tout seul. Oh, c'est formidable. C'est formidable la technologie. Donc, ouais. On a quand même passé déjà un petit moment sur l'élite. On va avancer maintenant sur le core. Donc, le core, c'est le petit frère de l'élite. Alors, moi, je l'appelle en effet l'essentiel. C'est-à-dire c'est vraiment un concentré de ce qu'il y a de bon dans l'élite. Simplement, on est sur un produit qui offre une modularité uniquement au niveau de l'HDMI et qui est figé. Sébastien, excuse-moi, mais moi, je ne l'aurais pas fait. C'est du bon dans l'élite. Oui. Bon, bref, pardon. Donc, l'essentiel, il est là. Et toujours sans compromis. Donc, on va retrouver les fonctionnalités qui font la réputation des processeurs Storm Audio,
que ce soit dans la qualité du décodage, de l'optimissage et des traitements de signaux, donc le post-processing, de toute la gestion des bus management, que ce soit le direct live ou en manuel, le bus control. La même carte HDMI qui est utilisée à nouveau, toujours avec ARC et ARC, et les fonctionnalités de multi-room et de Room Ready pour la partie streaming. Donc là, on est sur un produit, alors qu'on va pouvoir qualifier un peu d'entrée de gamme, mais qui clairement permet d'équiper aujourd'hui quand même un grand nombre on va dire de cas de figure dans les salles. Déjà d'atteindre 16 canaux, ça couvre déjà un bon nombre. Maintenant, quand on veut travailler... On parle de quel niveau de prix là? Alors sur ce produit, aujourd'hui, on est aux alentours... en plus, il faut que je fasse attention parce que le PAVS, on est en train de regarder comment les prix vont évoluer, mais en gros, on est aux alentours de 12 000 euros, entre 12 et 13 000 euros, je crois, sur cette machine. D'accord. Et le produit précédent? Alors, l'ISP Elite, la gamme, elle commence aux alentours de 15 000 et elle finit aux alentours de 20 000. Voilà, donc là, donc c'est à peu près notre positionnement. Donc, on est clairement sur un positionnement haut de gamme. Donc, comme je le répète souvent, on est un peu un couteau suisse du home cinéma. L'idée étant être une boîte à outils pour tout intégrateur et s'assurer de donner le meilleur résultat dans n'importe quelle salle de ciné, en fait. C'est vraiment la clé du produit. Et là, ça implique forcément des gros développements. Donc voilà pour la gamme. Sachant que ce développement, et je le rappelle, est français. Storm Audio est une marque française et c'est tout à votre honneur de pouvoir faire ce style de choses. Oui. Bravo. Oui. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on l'avait dit dans les autres podcasts. Mais donc nous sommes basés à Nantes, en fait, et une petite équipe, on est une vingtaine de personnes en tout, incluant nos quelques collègues qui sont à l'étranger. Mais c'est très bien, c'est une bonne taille, c'est dynamique. Alors ça nous pose des limitations en termes de ressources, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à la vitesse qu'on aimerait en termes de développement, mais on fait beaucoup avec peu. Et vous allez le voir dans la suite de la présentation. Oui, parfois, Sébastien, dans beaucoup de domaines, finalement, avoir peu de ressources et beaucoup de courage, ça permet d'aller beaucoup plus loin. On enlève. Je ne sais pas à quoi tu penses, Jeff. Non, non, mais en fait, rien d'exceptionnel. Mais j'ai visité un studio d'animation français qui fait avec ce qu'ils ont. Et quand on va sur place, on se dit, tiens, ils n'ont pas grand-chose. Quand on voit le résultat final, là, c'est exceptionnel par rapport aux moyens dont ils disposent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le courage et l'inspiration qui permet aux technologies et aux projets d'aller le plus loin possible. Voilà. Alors, on enchaîne. Les deux processeurs qu'on a vus, les deux familles, donc le MK3 et le Core 16, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Simplement, l'idée, c'est de visualiser le fait que le MK3 a pour lui la modularité, la possibilité d'aller jusqu'à 32 canaux, et que de fait, si dans les besoins, ces critères rentrent, eh bien, il faut passer au MK3. Sinon, le Core 16, je dirais, suffit à beaucoup de situations. Et le Core 16 a aussi une partie qui est optionnelle en termes de logiciel. On a des fonctionnalités comme le StormXT, notre gestion de graves dite experte pour un routage flexible des différents flux de graves qu'on va extraire des enceintes, et la fonction matricielle HDMI sont optionnelles. Voilà, c'est un package d'options, on a fait ça un peu, je dirais, pour essayer d'être vraiment resserré en termes de prix. À noter que lors de la première présentation que vous avez faite pour HCFR de l'ISP Core 16, le Direct Bus Control était annoncé optionnel. Exactement. Finalement, vous l'avez intégré de série. Et voilà, et au même prix. En fait, on a eu une grosse réflexion cette année. Il s'avère que clairement, je pense que Direct Live sans le bus control, c'est un peu compliqué de le faire vraiment bien, de faire vraiment fonctionner, ce qui fait que c'était quand même vraiment plus intéressant de l'offrir aux clients dès le départ. Donc tant mieux. Ce qui fait que les options sont vraiment pour ceux qui ont des besoins spécifiques. Alors que, en soi, l'appareil est complet maintenant de série. Après, ceux qui ont besoin de... L'option est vraiment quand on rentre dans une intégration en effet spécifique. Donc, typiquement, un intégrateur qui veut faire sa gestion des basses, la gestion des différentes questions manuellement, va vouloir recourir à cette option. Donc, voilà pour la gamme de processeurs. Pour aller avec ça, on a une gamme d'amplificateurs. On a un petit duo, le PA8 Ultra et le PA16, qui sont tous les deux des produits très puissants,
sont vraiment à l'aise dans la plupart des installations. 200 watts sous 8 ohms, 16 canaux ou 8 canaux, et dans les deux cas, la possibilité de faire du pontage, ce qui nous amène jusqu'à une puissance de 800 watts sous 8 ohms. La différence entre les deux est que, en gros, sur un PA8, on a un peu moins de canaux. On va pouvoir s'assurer qu'en fait, on va avoir la puissance, tous canaux confondus, en continu. Alors que sur un PA16, on va avoir un petit peu, dès lors qu'on va avoir tous les canaux drivés en même temps, on s'en aperçoit là, sous 4 ohms par exemple, au lieu d'être à 400 watts sous 4 ohms, eh bien, quand on drive les 16 canaux en simultané avec le même signal, on est limité à 225 watts, ce qui est déjà pas mal. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre les 400 watts, mais pas quand on a les 16 canaux qui tournent avec le même signal d'entrée. Maintenant, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, les canaux en phase sur toutes les enceintes, ça n'existe pas. Mais c'est une façon de spécifier le produit. Sébastien, tu peux revenir 30 secondes sur l'image précédente? Oui. Non, je voulais voir en fait s'il y avait s'il y avait juste une prise électrique ou si elle était doublée. Du coup, la limitation à 16 ampères de cette prise ne pose pas problème. Pour le moment, nous, on n'a pas eu de souci, non. Non. Clairement. Alors, c'est pour ça que dans le PA16, en fait, on a une limitation qui est c'est vraiment l'alimentation elle-même qui va limiter un petit peu la sortie en courant quand on va driver beaucoup plus de canaux. Pour autant que je sache, moi, je n'ai pas de retour de clients qui me disent qu'il y a des problèmes. Et pour vous dire, on a quand même eu des installations où il y a des enceintes très gourmandes. Les modules Pascal Audio sont vraiment des modules très bien faits, avec une alimentation, avec un PFC. Enfin bref, ça tient très très bien la route. Les performances en termes de rapport signal-bruit sont aussi très intéressantes. Donc même si on travaille avec des haut-parleurs de très haut rendement, ça reste assez silencieux. Et c'est important dans l'home cinéma, parce qu'on a quand même des salles où on peut aller jusqu'à 32 canaux, voire plus. Enfin, quand on a 32, c'est déjà énorme, mais bon, plus d'une vingtaine de haut-parleurs. Et quand ils se mettent tous à faire un petit bruit blanc de fond, parce que voilà, on a c'est pas bon. Et dans mon cas, pour ce qui me concerne, c'est totalement totalement rédhibitoire. Ouais. Et quelque part, enfin, c'est pour ça qu'il faut le dire clairement que les appareils ont un signal bruit qui est adéquat. Ouais. Et si tu me permets, je vais également dire que au niveau du CEDIA, si j'ai bien compris, c'est l'amplification Storm Audio qui assurait l'amplification de la salle. De la salle, oui. Les seuls éléments qui étaient les caissons de grave étaient eux alimentés par des amplis A7II. D'accord. Mais ça me paraît normal. Oui. Donc voilà pour... oui, c'était ça, en effet. Donc voilà pour les amplificateurs. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est ce qui arrive. Donc le PAVS, alors on en a déjà parlé un petit peu au CEDIA, mais on va faire une autre présentation donc, dans quelques jours en France au salon. Les nouveautés. Si on regarde sur la partie produit, cette année, on a eu la sortie de la série Elite en version Mark III, donc MK3, avec, je dirais, un petit peu une modification esthétique, une harmonisation de la gamme, un nouvel affichage. Ça a été principalement, je dirais, le mouvement. Sur l'année qui vient, alors on se concentre en fait sur le début d'année, parce qu'il y aura certainement d'autres choses qui arriveront en fin d'année, mais on va uniquement se concentrer à communiquer sur les premiers mois. On va avoir un premier produit qui s'appelle l'ISP Evo, que je vais présenter en détail. L'HDMI, donc là on est à peu près dans le timing, hein, c'est-à-dire qu'en gros on va commencer par l'Evo, l'HDMI 2.1 sortira, et enfin un nouveau produit qui est très attendu, et on a eu énormément d'échos très positifs pendant le CEDIA, qui est un nouvel AVR que Storm Audio va lancer aussi en début d'année. Donc le début 2023, en gros, correspond à peu près au premier trimestre, hein, si on doit caler ça dans le temps. Donc si on regarde dans le détail, l'ISP Evo, c'est quoi? On en a beaucoup parlé.
on a de plus en plus de projets qui sont finalement 100% numériques. Et on a beaucoup de clients qui nous disent, mais pourquoi payer pour des sorties analogiques alors qu'on n'en a pas besoin? Donc, c'est une remarque tout à fait valable. Donc, on a pris note et on a décidé de sortir une gamme 100% numérique avec 2 options qui nous permettent de décliner un processeur soit en version AES EBU, soit en version AES 67 Dante, 20 canaux ou 32 canaux. Et on retrouve les mêmes fonctionnalités que sur la plateforme Elite MK3, en l'occurrence le décodage jusqu'à 24 canaux, tout le traitement de signal jusqu'à 32, le direct live, le bass control, etc., etc. Donc ça, c'est un produit qui intéresse énormément d'intégrateurs. En l'occurrence, l'idée, ce n'est pas forcément de citer de marque, mais vous avez quand même des marques comme Meridian, par exemple, qui sont avec des haut-parleurs 100% numériques qui travaillent en ES-EBU. Vous avez aussi, alors on trouve quelques salles qui sont équipées en Genelec, ils ont toute une gamme en AES 67 ou en AES EBU. Donc pour ce type d'intégration, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi cité le marché, je dirais, du studio, où là, c'est carrément une obligation. Il faut travailler avec ces formats pour pouvoir s'intégrer dans ces marchés-là. Donc c'est le type de processeur, l'ISP Evo, qui répond à ce besoin. Et de la même manière, l'écho du salon au CEDIA était très positif. On a même eu en fait une récompense avec le Rave Pups sur le salon. Donc on est assez content. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Donc ça, c'est la première nouveauté qui sortira donc en début 2023. Elle reprend en termes de cosmétiques, ça reprend l'esthétique du Corsair. Donc du coup un peu plus compact, un peu plus facile à intégrer. J'avais quelques questions. Est-ce que c'est compatible avec, on va dire, des enceintes actives un peu standard? Parce que, a priori, c'est quand même un produit qui est très tourné intégrateur, mais est-ce que ça peut être utilisé, c'est-à-dire par le grand public? Sur HCFR, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont. Alors, à partir du moment où l'enceinte accepte des signaux numériques, de la ES-EBU, par exemple, ce qui est encore le plus classique aujourd'hui, oui, c'est pas dédié qu'aux pros, c'est un produit qui est tout à fait adaptable sur des enceintes actives qui seraient avec des entrées numériques. Après, on a d'autres utilisateurs. Nous, on a pas mal de demandes de clients qui sont là, pour le coup, plutôt des audiophiles, mais qui veulent avoir du cinéma et qui ont comme requête de pouvoir utiliser leur convertisseur numérique analogique de qualité. Il y a pas mal de marques qui se sont lancées dans vraiment des convertisseurs très haut de gamme, y compris des convertisseurs multicanaux très haut de gamme. Oui. Et là, en l'occurrence, il suffit d'avoir un processeur comme l'ISP Evo qui va gérer toute la partie vraiment au cinéma. Et on va délivrer le signal en numérique et le DAC gérera comme il le doit la retranscription en analogique. Donc ça, c'est une autre cible, alors qui est certainement beaucoup plus étroite, mais il y a une demande. Il y a clairement un besoin. Là, il n'y a pas de limite, en fait. Après, je dirais que c'est la folie du client de s'équiper avec énormément d'amplis, énormément de DAC. On le voit, hein. Donc, ça fait partie des options. Et alors, niveau prix, on sera vers le Corsair, vers. On sera un peu. Alors, on n'a pas arrêté les prix encore. Hein. On est en train de finir les calculs. Calculer le prix d'un produit en ce moment, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'avec la situation liée Covid, toute l'électronisation de l'automobile à outrance, etc., le monde de l'électronique, du semi-conducteur est devenu complètement fou. Ça s'est un peu stabilisé là, mais on continue à avoir sur beaucoup de composants des non-disponibilités ou des nécessités d'acheter les composants sur le marché. Donc, il y a des prix qui sont complètement fous. Il y a des moments où on paye jusqu'à 20-30 fois le prix normal. Donc, on est obligé d'être très prudent sur le prix qu'on va positionner pour s'assurer de ne pas rentrer dedans. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas plus cher que le Corsair. Ça, c'est clair. Et je l'espère un peu moins cher. Mais on va dire à la louche, entre 10 et 12 000 euros, 10 ou 13 000 euros, ça va être à peu près son positionnement. Voilà. Donc là, on pourra communiquer beaucoup plus sur le mois de novembre, dès lors qu'on aura finalisé tous les calculs avec nos partenaires. C'est clair que c'est pas vraiment un produit qui est spécifiquement destiné à la communauté HCFR, ou alors c'est vraiment une toute petite.
À savoir, parce qu'on en a des gens qui travaillent sur oui, bien sûr. Du monitoring numérique, de l'enceinte active, et effectivement de minimiser au maximum les chaînages analogiques. Il y en a qui le cherchent. Attention, on parle d'enceinte active avec des entrées numériques. Absolument. Donc c'est encore autre chose. Il y a un professionnel sur HCFR qui conçoit toutes ces enceintes actives à coup d'amplificateurs numériques qui doivent être parfaitement compatibles avec ce genre de protocole. Oui. Je ne sais pas à qui tu penses, mais je pense que je sais, mais bon, on va passer la main à Sébastien. Ok, alors donc voilà pour le veau. Le deuxième produit qu'on annonce donc en ce moment pour le début 2023, l'ISR Fusion 20, qui est vraiment, moi je pense, un produit qui va faire parler de lui. Une intégration dans 4 rack units d'un processeur 20 canaux et de 16 canaux d'amplification, avec toute, je dirais, la partie processing d'un ISP Elite jusqu'à 20 canaux. Donc on va retrouver toute notre panoplie qui a fait notre réputation jusque-là, que ce soit au niveau du décodage, du traitement de signal avec le Direct Live Bass Control, et toutes les différentes options, y compris le multi-room, c'est-à-dire que vous aurez toujours la même flexibilité d'utiliser les canaux comme vous le souhaitez. On a 16 canaux d'amplification, 4 sorties XLR, totale flexibilité dans leur utilisation. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les 4 XLR peuvent être utilisés pour driver des caissons de grave actifs, mais on peut aussi imaginer un cas de figure d'un client qui, lui, a des amplis stéréo très haut de gamme, et peut-être plus puissant, il va utiliser les XLR pour ça. Et pourquoi pas, à la place, avoir 4 subs passifs ou 3 subs passifs. Là, il va pouvoir utiliser, et une des particularités de ce produit, qui est que les sorties sont bridgeables. Donc, on peut ponter 6 sorties pour avoir jusqu'à 3 fois 500 watts sous 8 ohms par canal. Donc, c'est largement suffisant pour driver des caissons dans des salles, on va dire, modérées, quoi, de 15, vingtaine de mètres carrés, enfin vingtaine de mètres carrés, je pense. Donc, c'est un produit qui est très versatile et qui donc offre 16 canaux à 150 watts. Donc, on a évolué en termes de technologie de partenariat. Ça fait un petit peu plus maintenant de 18 mois qu'on est rentré en discussion avec Ace Power et on a été particulièrement séduit par leur nouvelle technologie Edge qui a vraiment révolutionné les performances. Bon, pour ceux qui suivent un peu le monde de la classe D, on a des solutions comme Purify ou NCoreX, etc., qui sont particulièrement performantes. Avec la solution Edge d'Ace Power, on s'en approche. Donc, ça veut dire que nous, on va faire un bond en avant par rapport à ce qu'on offre aujourd'hui avec Pascal Audio. En gros, on parle quand même d'une amélioration de pas loin de 10 dB, que ce soit en distorsion ou en SNR. C'est-à-dire que là où on était relativement silencieux, on va être vraiment, vraiment silencieux dans n'importe quelle situation et extrêmement propre en termes de rendu. Donc, c'est un produit qui, vraiment, je pense, va répondre à beaucoup de cas de figure. On va pouvoir faire du 946 avec une machine comme ça, ce qui est quand même déjà une belle installation. La puissance est suffisante. Alors là, encore une fois, on est sur un produit qui est très intégré. Donc, on n'a pas, je dirais, une alimentation qui est capable de tenir en continu les 16 canaux. Mais en termes de puissance qu'on va qualifier de crête, ça n'est pas un problème. Et on est tous au courant quand même qu'un signal musical, c'est du transitoire en grande partie et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue. En tout cas, nous, on a fait des tests dans des conditions assez critiques en termes de charge et on est plutôt positif et satisfait. Hop. Alors, voilà. À toi, Sébastien. Ok, donc voilà pour les. Pardon, juste, quel est le coût, de l'ISR Fusion 20? Alors, un peu comme l'ISP Evo, je ne vais pas botter en touche, mais on a prévu de faire l'annonce officielle au mois de novembre du prix. Maintenant, on estime qu'on va pouvoir le positionner à peu près au même prix que l'intégré qu'on faisait il y a déjà quelques années et qu'on a laissé en exclusivité à Focal, qui est l'Astral 16. Donc, l'idée, ça va être forcément d'être en dessous de 20 000 euros. Idéalement, de se rapprocher des 15, mais d'être quelque part entre les deux. Voilà, donc c'est une fourchette.
mais qui sera de toute façon particulièrement compétitif sur le marché. Alors, on raisonne à nouveau, on est sur du haut de gamme, vraiment spécifique, le marché de l'intégration, du très qualitatif. Mais par rapport à la concurrence, en fait, il n'y en a pas. C'est un produit qui aujourd'hui va se positionner finalement dans un segment où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'intégré aujourd'hui de receiver qui offre ces performances-là et les fonctionnalités. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Parce que j'espère qu'il sera quand même plus proche des 15 que le 20, parce que sinon, autant se prendre un ISP MK3 Elite avec l'ampli de puissance qui va avec. Il faudra quand même rajouter pas loin de 5 000 euros. Si, admettons qu'il soit à 20, il faudra rajouter quand même presque 5 000 euros pour arriver à… Même avec un petit à 15 000, plus, je ne sais plus le prix de l'ampli. Le PA16 aujourd'hui, il est à 12, je crois. Ah oui. Donc 12 et 12, on est à 25 même avec un Core 16. Donc non, il sera de toute façon plus compétitif. Il sera très compétitif. Un peu moins puissant, mais je pense qu'il va être extrêmement compétitif. Donc nous, on essaie de finaliser on va dire cette décision en termes de prix. Mais voilà, je suis assez confiant. L'idée étant d'être juste bien positionné, en fait. Les performances seront là, donc on est très confiant. Donc voilà pour le Fusion. On va passer un petit peu à la suite, sauf si vous avez d'autres questions sur ces produits. Non, donc, non, je t'en prie. Storm Audio, on a vraiment cette politique d'évolution produit, de modularité. Alors, on sort des nouveaux produits, mais on s'assure que nos clients qui ont des produits depuis maintenant 2016, fin 2016, peuvent continuer, je dirais, à le voir évoluer. Alors, ça peut être par l'ajout d'options hardware, mais depuis le début, on offre systématiquement à tous nos clients toutes les mises à jour logicielles. En l'occurrence, y compris, alors il y a du bug fixe, c'est-à-dire que c'est du logiciel, donc on rencontre fréquemment des soucis d'ordre technique qui doivent être résolus, donc on sort des logiciels de maintenance, mais on a aussi et surtout régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Donc on a une feuille de route qui est associée à ça. Cette année, on a sorti déjà 2 logiciels qui ont apporté des évolutions assez importantes au produit. En l'occurrence, en début d'année, on était en avril avec la sortie de la fonction matricielle, alors qui, je dirais, dans une situation un peu de client particulier, peut-être pas forcément évidente, mais dans le monde de l'intégration, fait tout son sens, surtout quand on a une machine qui est multi-room, puisqu'on a depuis avril donc la possibilité d'avoir vraiment 2 flux totalement indépendants au niveau de l'HDMI, ce qui permet de gérer 2 environnements, par exemple un salon avec une télé et des sources là-bas, et puis la salle de cinéma. Donc ça a été une fonctionnalité qu'on a livrée en début d'année, donc en avril. Et puis des améliorations aussi au niveau du traitement de signal avec une meilleure finesse de nos égaliseurs paramétriques, ajoute quelques paramètres, etc. Donc ça, c'est en avril. On a ensuite apporté l'IMAX Enhanced et des améliorations de suivi de flux sur le Core et le MK3, donc au mois de juillet. Et là, nous travaillons actuellement donc, pour le début de l'année prochaine. Donc, ça va un peu coïncider avec la sortie des nouveaux produits et de la nouvelle carte HDMI. Mais on va avoir une grosse livraison logicielle qui va intégrer quelque chose de vraiment important à nos yeux, qui est vraiment la possibilité de reconfigurer à souhait les 32 canaux qui sont disponibles sur un processeur. Je faisais référence tout à l'heure à des cas de figure où on a des installations où, en fait, dans un sens, vous avez la projection. Et puis, dans l'autre sens, c'est l'écoute en stéréo avec un usage complètement différent des enceintes, d'autres caissons, une autre télé, etc. Donc ça nécessite de reprogrammer complètement le produit. Donc, avec la nouvelle fonctionnalité qui sera intégrée dans le logiciel 4.4, on va pouvoir créer des presets qui vont pouvoir, comme ça, à la volée, changer instantanément toute la configuration de la salle. Ah, enfin, ça fait Elle était depuis que je teste vos produits, je la réclame parce que c'est quand même une super fonction. Eh ben, on écoute en fait, et après on développe. Alors, comme je disais, on est une petite équipe, donc on fait au mieux, au plus vite, mais le temps, voilà, il faut quand même, il n'est pas extensible, donc ça prend du temps de faire tout ça, mais en tout cas, c'est bien avancé. On va avoir aussi, donc ça c'est pour l'option AOIP, le support vraiment jusqu'à 32 canaux de théâtre qui sont définis jusqu'à 32 canaux.
Donc ça, c'est une subtilité, mais comme notre décodeur interne est limité à 24 canaux, il y avait quelques enceintes, on va dire, de l'environnement Dolby Atmos qui n'étaient pas supportées, donc elles ont été rajoutées dans la configuration. Donc ça fera partie de ce qui va arriver. Des fonctionnalités qui sont là plus justement pour les intégrateurs qui travaillent avec de l'enceinte active dont le filtrage doit être intégré dans le processeur. Et il y a beaucoup de marques comme ça. On travaille avec des sociétés comme Wisdom Audio, on travaille avec notre distributeur en Allemagne qui a une gamme d'enceintes entièrement actives pour lesquelles, au niveau des filtres et des calages en phase des haut-parleurs, il était nécessaire de descendre vraiment dans une très grande précision de réglage. Donc, on va être à 0,05 millisecondes, ce qui est très fin. On rajoute aussi des filtres de Bessel. Donc là, c'est pareil, hein, pour certains types de filtres, c'est utile. Une autre fonctionnalité, alors là, on peut sourire, mais on a eu beaucoup de demandes cette année et on a craqué, on a fini par le faire. On a des clients, bah oui, ils reçoivent et ils s'amusent à chanter ou à faire de la musique en live dans leur salle. Et il s'avère que un processeur, du fait de pas mal de traitements de signal, du décalage, etc., on a un peu de latence. Donc, on a intégré un mode très faible latence qui est compatible avec cette notion-là, ce qui fait que dorénavant, vous pourrez chanter et être en phase avec ce qui sort de l'instrument. Donc ça, c'est bien. C'est apprécié par pas mal de nos clients en Angleterre. Alors, allez comprendre pourquoi. Sébastien, je te propose qu'au prochain, lors du PABS, on se fasse une séance de karaoké sur votre stand. Alors, on va y réfléchir, d'accord, ok. Mais c'est un fait, hein. C'est une utilisation, et pas qu'en Chine. Autre nouveauté, là, c'est parce qu'on a quand même de plus en plus de clients, on va dire, finaux, des gens comme Dominique, des passionnés, ou d'autres qui veulent avoir leur Storm Audio chez eux. Eh bien, on est en train de finaliser une interface qui s'appelle Storm Easy, qui est en fait une version encore un peu plus haut niveau de notre configurateur, qui était déjà particulièrement intuitif. Là, il devient, je dirais que vous pouvez en parler à votre grand-mère, elle sera tout à fait capable de configurer l'ISP. Donc, on appelle le Storm Easy. Le nom n'est pas complètement finalisé, mais en gros, c'est un configurateur simple du produit qui permet rapidement d'avoir un résultat optimal. Autre fonctionnalité qui va avec l'HDMI, on a la fonction pass-through qui est dispo, mais qui n'était pas active en stand-by, donc elle sera aussi activée en stand-by. Donc c'est utile quand on utilise le processeur pour driver, par exemple, un écran dans une autre pièce avec les sources qui sont connectées sur le processeur. Donc c'est très pratique. Et enfin, donc, ce logiciel couvrira tous les besoins pour les nouveaux produits. Donc c'est une grosse livraison qui va sortir sur le début de l'année, donc courant du premier trimestre. Et sera suivi ensuite, au cours du deuxième trimestre, on espère, ce qui commence à faire un peu de bruit un peu partout, dans les forums, etc., qui est le troisième niveau de l'outil Dirac, qui sera donc dans notre logiciel 4.4 R1, et qui sera disponible pour tous nos clients ISP. Donc voilà pour le côté, je dirais, évolution logicielle chez Storm Audio. Si on regarde un petit peu de plus près Dirac, je ne peux pas vous en dire beaucoup aujourd'hui parce qu'en fait, on est sur des discussions un peu d'ordre confidentiel sur les détails d'implémentation avec Dirac. Mais je peux vous donner les éléments qui sont là. En gros, Dirac a fait quelques publications d'ordre de recherche en début d'année. Je ne sais pas si vous avez vu ces articles, mais qui traitent en fait de la calibration spatiale. Et donc, en gros, cette recherche a servi de base pour ce qui va arriver l'année prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le traitement, la calibration par Dirac Live consistait en gros, on venait corriger enceinte par enceinte pour que sa réponse soit acceptable dans la pièce. Et puis, on utilisait au niveau du base control, on faisait une gestion commune des caissons pour que ce soit particulièrement optimisé dans votre zone d'écoute. Donc, on faisait un alignement en termes de fréquence, de temps, de phase, etc., pour que ça se passe bien. Mais on n'intègre pas toutes les problématiques qui sont liées, je dirais, à la géométrie de la pièce et à l'acoustique de la pièce en termes de réflexion, de réverbération, etc. Donc, vraiment, la réponse spatiale. À partir donc de la première moitié, je n'ai pas de date précise à vous donner, mais ça arrivera dans la première moitié de l'année prochaine. On va avoir un nouveau grade dans l'outil Dirac. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Vous avez le Dirac Live standard,
ou le bass control. Il y aura donc un troisième niveau qui va s'ajouter, dont le nom n'a pas encore été finalisé, ou en tout cas communiqué. Ce niveau va s'ajouter et va apporter cette nouvelle façon, je dirais, de corriger l'acoustique de la pièce. Et cette fois-ci, et c'est ça qui est très intéressant, c'est une vision totalement différente de l'approche de bass management, puisqu'on ne parle plus vraiment de bass management, mais on va parler d'utilisation de chaque enceinte pour corriger l'acoustique de la pièce. C'est-à-dire qu'à tout moment, une enceinte peut participer à l'amélioration de l'acoustique. Sébastien, par rapport à Unisson, Dirac Unisson, c'est... Alors, Dirac Unisson, en fait, c'est la version professionnelle qui a été utilisée dans l'automobile, qui l'est toujours. Hein, c'est ce qu'on va retrouver dans des voitures comme Volvo ou d'autres systèmes. Ça repose sur, en gros, la même technologie. Donc, ça ne porte pas ce nom-là. Il y a des différences. La grosse différence, c'est que Unisson nécessite des centaines de mesures et le même nombre de paramètres à régler pour pouvoir obtenir une calibration optimale. Là, on parle d'un outil qu'on va devoir mettre dans les mains d'intégrateurs, pour le coup, qui sont compétents, mais aussi du grand public, hein, parce que l'objectif de Dirac, c'est de sortir cette technologie aussi pour d'autres produits. Mais ça va être quand même un outil qui va avoir un peu de complexité, mais l'idée, c'est d'apporter les performances que pouvait offrir, par exemple, l'Unisson dans un produit un peu plus facile à maîtriser, à appréhender par le commun des mortels. L'intérêt de ça, ça va vraiment être d'optimiser la réponse, je dirais, impulsionnelle globale du système. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On fera des communications en temps et en heure l'année prochaine, mais c'est une vraie réponse. Nous, les tests qu'on fait actuellement, ils sont assez bluffants et on est plutôt optimiste sur ce qui va se passer. Le gros intérêt pour nos clients, c'est que comme notre plateforme est particulièrement, entre guillemets, puissante, aujourd'hui, on peut garantir à nos clients actuels que dès lors qu'on sortira cette nouvelle version de Dirac, elle sera compatible avec tous les ISP. Et donc, rétro-compatible, il suffira de faire la mise à jour du produit et vous pourrez bénéficier de ce nouveau système de calibration. Y compris le MK1. Y compris le MK1, oui. Ah oui, quand même. Déjà, Sébastien, je te remercie beaucoup d'avoir levé un petit voile là-dessus. Et effectivement, j'ai un peu fortement insisté pour qu'éventuellement on puisse avoir une petite présentation. Mais je vois en fait que tu es allé un petit peu au-delà de ce que je pensais. Voilà, et encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc, ce que je n'ai pas indiqué, mais qui est écrit, c'est que ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une annonce officielle et des démos au CES de Las Vegas en janvier. Voilà. Donc, je dirais que c'est vraiment à partir de là qu'il y aura de la communication autour de ce nouveau concept. Et pour d'éventuels visiteurs de votre labo à Nantes, il pourrait y avoir des démos. Il pourrait y avoir des démos, tout à fait. Ce sera à discuter. Non, mais je plaisante, évidemment. Oui. Non, c'est très sérieux. Non, mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de tests qui sont faits, hein, à la fois en bêta et avec des experts, des calibrateurs, etc. Donc, l'outil a été mis dans les mains de pas mal de gens, justement, pour avoir le maximum de retours et d'apporter, parce que c'est vraiment là la clé. Hein. L'idée, c'est que l'acoustique est assez complexe. On peut vite faire quelque chose qui ne va pas, en fait. En voulant faire le bien, on peut faire le mal. Donc, il est très important pour nous. Je dirais aujourd'hui, la solution technique, elle est là. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'elle soit apportée de la bonne manière et qu'elle soit compréhensible en termes d'utilisation. Et seulement quand ces points-là seront vérifiés, on pourra livrer le client. On n'a pas encore atteint ça, mais on n'en est pas loin. Donc, je suis très confiant. C'est clair que la correction acoustique active, donc qui a été
initié par Dirac Unisson il y a maintenant 4-5 ans, si mes souvenirs sont exacts, Ouais. est vraiment l'avenir, et qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi tout le monde parle de ça? C'est parce que avec la puissance des DSP intégrés, etc., les puissances de calcul, ce style de choses est d'autant plus facile. Et il ne faut pas se faire d'illusions. L'évolution de la correction acoustique, par définition, sera active et sera, on va dire, intégrée à, comment dire, à l'horizon de 3 ans, allez, 3-4 ans au grand maximum. Ouais. Quand on parle de correction acoustique active, de quoi parle-t-on? On parle en fait d'une enceinte qui émet, et de l'autre côté, une autre enceinte qui va éventuellement être déphasée par rapport au signal de la première enceinte, de telle façon à corriger ce signal. Je schématise vraiment beaucoup, Dans les grandes lignes, mais, c'est ça. mais c'est ça, oui. Alors, maintenant, je pense qu'il ne faut pas quand même perdre de vue que, on va dire, même si l'outil est très puissant, etc., il ne faut surtout pas partir du principe que ça va régler tous les problèmes, et que pour moi, il est impératif, quand on travaille dans une salle, dans une salle de home cinéma, il est impératif de faire quand même une correction passive, traitement de la salle en acoustique. C'est obligatoire, surtout si tu as un sweet spot qui est relativement large. Ouais. Sur un sweet spot, on va dire monoplace ou très réduit, toute correction active sera viable, ça c'est certain, et ce sera très efficace. Mais dès qu'on a du volume à couvrir, malheureusement, il faut traiter les problèmes de l'acoustique d'une manière physique avant d'entamer l'électronique. On ne peut pas faire autrement. On est bien d'accord. Je pense que ça n'enlèvera pas les bonnes règles de conduite, on va dire, de la réalisation d'une salle home cinéma. Voilà. Sauf dans un petit système, une petite salle où il y a 3 places, par exemple, ça sera viable, tout à fait viable. Ce qui est souvent le cas, en fait, pour un utilisateur particulier. Les gens qui assurent HTFR, on a très peu de gens qui ont des salles qui vont au-delà de 6 à 6, en fait. Ouais. Encore une fois, il faut repositionner tout ça dans le contexte global de ce dont on parle, parce qu'on parle de correction en dessous de la fréquence de Schroeder, donc là où la pièce est active, et donc où on est dans un contexte d'onde stationnaire. Et quand j'ai dit correction acoustique active, j'aurais dû préciser correction acoustique active dynamique, c'est-à-dire qui est capable de faire varier cette correction de façon active à l'intérieur même de cette exécution de cette exécution dynamique. Et pour ceux éventuellement qui seraient intéressés, je vous conseille de faire une petite recherche d'Irak Unisson. Ça vous donnera une bonne idée de ce qui est en train d'arriver. Encore une fois, Sébastien, merci beaucoup d'avoir réalisé cette diapo, puisque effectivement, ça permet aux personnes de voir ce qui arrive, et en particulier de voir que c'est pas après-demain, c'est l'annonce, c'est au CES en janvier 2023. Voilà. Et donc, pour conclure, Storm Audio est, je dirais, acteur un peu, alors c'est pas, le mot privilégié ne l'est pas, mais très impliqué dans la partie, dans cette première sortie. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans la fin de l'année. Voilà, et je crois que ça couvrait le dernier slide que j'avais à vous présenter. Eh bien, on va passer en direct. Tu es revenu à l'écran. Jeff, Dominique, est-ce que vous avez des questions, puisqu'on est à la partie Q&A, Questions and Answers. Ouais, je ne l'ai pas traduit en français, tiens. Vous avez remarqué quand même, j'avais eu le commentaire de trop d'anglais. C'est vrai qu'on a beaucoup de supports qui étaient en anglais. On travaille sur la francisation, si ça se dit, de nos supports, y compris bientôt, prochainement, le site web, ce qui nous fait plaisir.
Et à nouveau, je précise que Storm Audio est une marque tout à fait 100%, 100% française. Jeff, Dominique, moi j'aurais une question après pour Sébastien. Moi, j'ai pas de questions particulières, à part dans quelques jours, tu seras sur le stand, toi. Ah oui, je serai sur le stand, vous venez nous voir. On viendra t'ennuyer sur le stand. Voilà. Non, mais on ira déjà faire un petit coup de karaoké avec Sébastien et Olivier. Je chante très mal. Venez avec le micro et puis la sélection. Je chante très mal, donc non. Mais par contre, ta réponse m'a étonné. Je m'attendais pas à ce que ça soit l'Angleterre qui est le plus grosse demande pour le karaoké. Je pensais pas. Aujourd'hui, c'est eux qui ont été très insistants. Je dis pas moi, j'imaginais le Japon, tu vois. Oui, moi je. De manière très caricaturale, Chine, mais en fait, les Anglais, on oublie qu'effectivement, l'Angleterre est un pays de pop. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, aujourd'hui, on dit la teuf, donc Dominique. Alors moi, j'avais une petite question. Alors, on a fait l'annonce de Dirac V4. Sébastien, tu fais partie des testeurs. Alors, tu as pu annoncer que a priori, tous vos produits à vous seraient compatibles. Oui. Mais alors, est-ce que vous êtes les seuls à avoir la puissance suffisante pour faire de la rétrocompatibilité ou est-ce qu'il y a potentiellement d'autres marques qui vont réussir à passer de la V3 à la V4? Parce que là, c'est quand même une grosse révolution. Ouais. Alors, sans rentrer dans le détail, en fait, ça va dépendre de l'implémentation. Il y a plusieurs implémentations de Dirac qui ont été développées. Je dirais que ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, en tout cas ceux que je connais, pour beaucoup, ils auront du mal. Après, il est fort possible que les implémentations récentes le permettent. Maintenant, est-ce qu'elles le feront? C'est une autre question. C'est sûr que c'est parce que le fait de fournir à vos anciens clients la possibilité de ce type d'upgrade qui est quand même un très 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 gros plus, c'est quand même un sacré cadeau que vous leur faites, parce que c'est quand même un produit qui va sans doute effectivement être une raison de vous pousser à changer le matériel en disant regardez, si vous changez le matériel, vous avez là une vraie version qui met vraiment l'ancienne. C'est clair. Alors, c'est clair que tout le monde ne le fera pas, même ceux qui ont la possibilité technique de le faire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que nous on n'est pas du tout dans la notion d'obsolescence programmée. On est dans tout l'opposé. C'est-à-dire qu'on essaye au contraire de satisfaire notre clientèle sur le long terme, de ne pas les forcer à changer le produit complètement. Alors, bon, parfois, on est forcé d'avoir des petites évolutions hardware comme l'HDMI, on n'a pas le choix, hein, c'est de la technologie. Mais au moins, on apporte ça dans des produits qui ont déjà plus de 5 ans. Et ça, c'est unique, c'est pas le mot, mais pour nous, c'est assez important de continuer à l'offrir. Je ne dis pas que dans 10 ans, on pourra toujours continuer à faire en sorte que nos produits vieux de 10 ans évoluent de la même manière. Ça, c'est difficile à garantir. Par contre, c'est notre souhait de continuer dans ce chemin. Et des évolutions comme le Dirac, à partir du moment où, en effet, ça rentre dans la capacité de puissance de la machine, c'est évident que c'est important pour nous d'offrir à nos clients. C'est un gage aussi alors de fidélité, c'est pas le mot, mais c'est les remercier d'être nos clients à quelque part. Voilà. Encore une fois, quand on fait un investissement aussi élevé que celui dont on parle là, puisque globalement, on parle entre 12 et 20 000 euros, oui. C'est quand même des sommes déjà. Voilà. On parle aujourd'hui d'inflation à 5% et tout le monde joue les vierges éplorées, pouvoir d'achat baisse. Effectivement, dans ce contexte-là, quand on fait un tel investissement, il vaut mieux avoir un certain nombre de certitudes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs votre point fort, c'est justement ce que Dominique évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la transversabilité des mises à jour et la continuité des mises à jour. C'est tout à votre honneur.
Si je peux me permettre, je pense quand même qu'il y a toute une manne de clientèle majoritaire qui ne se soucie pas vraiment de l'investissement que peut représenter chaque élément dans leur home cinéma, parce qu'ils ont affaire à des intégrateurs. Mais la durée de vie dans le temps du produit, justement, c'est un gros atout pour l'intégrateur. Parce que l'intégrateur, lui, il ne va pas gagner énormément sa vie sur la vente du produit lui-même, mais sur la pérennité et la prestation de service. L'évolutivité des fonctionnalités du produit, ça assure pour l'intégrateur de toute façon d'avoir une continuité chez ses clients. Et c'est un argument qui est génial parce que le client n'est pas dérangé. C'est-à-dire que pour les mises à jour matérielles, qui n'en sont pas, puisque c'est quasiment du software, le système n'est pas mis en arrêt. Parce que quand on doit changer un processeur, on sait comment ça se passe. Il faut aller chez les gens, il faut tout débrancher, il faut rebrancher. Ça prend du temps, c'est contraignant, il faut du monde à domicile. Alors que là, finalement, sur une très grande durée, finalement, l'intégrateur, l'argument qu'il a vis-à-vis de son client, c'est que vous êtes tranquille pendant des années et vous n'avez plus à vous casser la tête avec rien. Et le matériel sera suivi. Et c'est très gratifiant, même pour les gens qui sont très fortunés, dans l'absolu. Tout à fait. Bon, je ne vais rien dire, je vais poser ma question. Allez. Bon, une question. Oui, mais tu me connais, Sébastien. Dans un précédent podcast, on avait parlé d'Euro et d'Euro 3D. Comment dire, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais à un moment donné, vous avez eu une très grande proximité avec Van Balen, et donc le créateur du concept Oro. Aujourd'hui, l'Oromatic est de plus en plus reconnu comme un app mixing qui est très apprécié et appréciable. Et je suis un grand fan de cette app mixing qui, à mon avis, est de très, très haut niveau. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'intégration des wide dans l'Oromatic. Est-ce qu'il y a des chances pour que ceci arrive? Est-ce que vous avez une petite visibilité par rapport à ça, ou l'euro, c'est fini? Alors, l'euro, on ne va pas dire que c'est fini. Mais l'évolution de l'euromatique, enfin de l'euro en tant que tel, je pense quand même que ce n'est pas la priorité de ce qu'est euro aujourd'hui, de manière très claire. Donc, pour moi, les whites dans l'euromatique, ça ne viendra pas de euro. Ça me paraît assez peu probable. Par contre, je dirais que nous, aujourd'hui, au niveau de Storm Audio, on a déjà apporté une réponse à ça. Aujourd'hui, il suffit d'activer le Storm XT et avec de l'Oromatic ou de l'Euro 3D, on va recréer des wide en termes d'ambiance et ça marche plutôt bien. On est assez satisfait du résultat, nos clients aussi. Donc, je pense qu'on a déjà une réponse à ça, mais je ne vois pas, en tout cas dans le court terme, pas dans la situation actuelle, je ne vois pas Oro investir à nouveau dans un déploiement d'un nouveau codec, d'un nouvel engin. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de ce type, ça implique derrière de travailler à nouveau avec tous les fondeurs de silicium, enfin ceux qui vendent du DSP. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais il y en a quand même 4 voire 5. Ça veut dire qu'il faut renégocier des contrats d'intégration, donc faire passer du temps pour que ce soit intégré. Ensuite, derrière, vous avez tout un tas de phases de certification. C'est laborieux. Et donc, du coup, au final, c'est du temps et c'est coûteux. Donc, je ne les vois pas partir sur ce chemin-là tout de suite. Donc, en tout cas, pas donc, si je lis entre les lignes du responsable de marketing que tu es, Oromatic, les wide, il n'y en aura pas, mais la proposition Storm XT que propose Storm Audio est d'un niveau suffisamment élevé pour répondre à cette problématique. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Eh bien, voilà. Écoute, merci pour ta transparence, Sébastien. Messieurs, Jeff, Dominique. Alors moi, je vais juste conclure que
la multiconfiguration, je trouve ça un vrai plus. Là, quand tu l'as annoncé, ça me fait très plaisir. Parce que je pense que ça permet vraiment d'avoir un seul processeur qui gère à la fois plusieurs salles, mais voir des configurations vraiment complètement différentes, qui permet vraiment de mixer à la fois maintenant du home cinéma et de la hi-fi, voilà, de façon relativement simple. Donc, c'est quand même un gros plus. Jeff? Écoute, moi aussi, j'aimerais bien tester. Hein. D'un autre côté, visiter les locaux de Storm Audio et tout faire en même temps, ce sont des choses qui sont passionnantes. Hein. Oui. C'est des choses qui sont passionnantes, d'aller en coulisses et de découvrir les gens qu'il y a derrière, le matériel, la philosophie. En tout cas, moi personnellement, c'est des choses qui m'intéressent grandement, quoi. Et moi, je propose que passionnément, on en parle de off-record. Très vite, à très vite à Paris. À très vite à Paris. Sébastien, tu souhaites dire quelque chose et puis je vais wrapper la chose. Je vous remercie en tout cas d'avoir organisé aussi ce moment de partage. Et donc voilà, donc j'invite à nouveau beaucoup de monde à venir nous voir sur le salon, sur notre stand. Vous aurez les détails en allant sur le site du Paris Audio Video Show. Donc voilà, avec plaisir et merci à vous. Merci messieurs. Bien. Sébastien, merci infiniment. C'était un podcast particulièrement intéressant, ne serait-ce qu'au niveau des nouveaux produits qui nous ont été présentés, des perspectives quant à l'évolution de Dirac. Jeff, merci. Dominique, merci. Et sur ce, je vous propose qu'on arrête là l'enregistrement. Sébastien, encore une fois, merci pour ta disponibilité, puisque tout ça a été monté vraiment très, très rapidement, en l'espace de, je vais pas dire 24 heures. Donc, vraiment, merci Chapeau. à toi. Merci Sébastien. Merci. Salut, ciao, ciao. À bientôt. Burned me once or twice. I expect them